Comment la Corée du Sud est passée de ça à ça. Avant de vous expliquer cette miraculeuse ascension économique, il faut que je vous remette en contexte la situation économique de la Corée du Sud. La Corée était autrefois un pays assez pauvre qui dépendait en majorité de l'agriculture. Ensuite, il y a eu la colonisation japonaise de la Corée qui a commencé en 1910 et qui a duré jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Pendant cette période, le Japon a imposé un contrôle strict sur l'économie et les ressources de la Corée. Pour faire simple, une grande partie des ressources de la Corée étaient rapatriées vers le Japon et beaucoup d'hommes étaient forcés d'aller travailler au Japon. La fin de la colonisation japonaise en 1945 a ouvert la voie à l'établissement d'un gouvernement indépendant en Corée, mais le pays était encore confronté à des défis économiques majeurs. Les infrastructures étaient en ruine, les industries étaient sous-développées et la population était largement appauvrie. En plus de ça, il faut pas oublier la bipolarisation de la Corée entre le nord soutenu par l'URSS et le sud soutenu par les États-Unis qui a mené à la guerre de Corée de 1950 à 1953. Cette guerre a également causé un tort économique à la Corée du Sud. De nombreuses ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles, ont été utilisées pour la guerre, ce qui a ralenti le développement du pays. De nombreuses infrastructures ont été détruites et de nombreuses vies humaines ont été perdues. Le déplacement de la population a également énormément impacté la production alimentaire, ce qui a eu un impact assez fort sur la sécurité alimentaire les années qui ont suivi. Tout ça pour dire que la Corée du Sud, après la guerre, est un pays détruit. En 1960, on estime que le PIB du pays est de 4 milliards de dollars et qu'il fait donc partie des plus pauvres du monde. Alors, comment le pays a réussi à avoir un PIB de près de 1800 milliards de dollars, soit 450 fois plus en 60 ans, en étant le 11e pays avec le plus grand PIB? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, la Corée du Sud a reçu beaucoup d'aide extérieure pour commencer à développer son économie. La Banque mondiale l'a énormément aidé à se lancer entre 1954 et 1961. Des fonds bien plus importants que pour d'autres pays en développement ont été débloqués afin d'aider à la stabilisation politique de la zone qui passe par son développement économique. En plus des fonds, la Banque internationale a aidé la Corée du Sud en lui fournissant des experts pour la réalisation des gros projets et la gestion de ses finances. Il y a eu bien sûr l'aide des États-Unis qui était également assez significative, près de 5 milliards de dollars d'aide. Ça peut paraître peu, mais avec l'inflation ça fait presque 50 milliards aujourd'hui. Un renforcement militaire du pays qui a permis à la Corée du Sud d'énormément se renforcer dans ce domaine avec bien moins de moyens investis que s'il n'y avait pas eu d'aide. Et enfin, les États-Unis ont été son plus gros investisseur étranger et installé des filiales comme IBM, Intel ou Ford par exemple, ce qui a permis d'offrir des avancées technologiques conséquentes à la Corée du Sud ainsi que des emplois en masse. On peut se demander pourquoi les États-Unis sont si généreux. Eh bien c'est simple, c'est toujours la guerre froide et les États-Unis essayent de contenir l'avancée communiste en essayant de se faire un allié de tout temps dans la zone et aussi parce qu'on est aux États-Unis, on aime l'argent et au final les investissements leur permettent d'accéder à un nouveau marché qui est assez rentable. Le Japon a également aussi pas mal aidé la Corée du Sud avec le traité de normalisation des relations signé en 1965 où le Japon a fourni des aides et des prêts à la Corée afin de se développer. Toutes ces aides ont vraiment permis la Corée du Sud à se tenir debout. Cependant, il en faut évidemment plus pour devenir une grande puissance mondiale. Donc il faut aussi voir comment sont utilisées toutes ces ressources et où sont dirigés les efforts. Pour commencer, la Corée du Sud se détourne de l'agriculture et concentre plus ses efforts sur l'industrialisation du pays, notamment avec l'industrie textile et l'industrie légère dans les années 1950 jusqu'au début des années 1960. En alliant ça avec une grosse quantité de main-d'œuvre disponible qui travaillait beaucoup et un coût de la vie assez bas, on avait des travailleurs très bon marché qui permettaient d'entretenir une économie d'export. Dans le même temps, le pays a reconstruit ses infrastructures et ses routes afin de rendre plus efficace le transport. Ils ont beaucoup d'ouvriers, de nouvelles infrastructures et maintenant ce qui manque à la Corée du Sud, c'est des personnes hautement compétentes. Ils vont donc énormément investir dans l'éducation qui a été détruite en partie à cause de l'invasion japonaise. Ils vont aussi au cours des décennies bâtir un enseignement secondaire et supérieur solide et très exigeant sur lequel la société se repose désormais. Bon, évidemment, ce système est un peu critiquable aujourd'hui
aujourd'hui à cause de la pression qui est mise sur les élèves, ce qui fait que c'est un pays où il y a plus de suicides chez les jeunes. Malgré ça, cet enseignement rigoureux est sûrement un des principaux facteurs qui a permis à la Corée du Sud d'être là où elle en est aujourd'hui. Revenons-en au développement économique. Dans les années 1960, la Corée du Sud est dirigée par le président Park Chung-hee. Il a notamment mis en place des plans quinquennaux qui servaient en gros à se focaliser et à développer certains secteurs de l'économie. Dans les années 60, c'est surtout les industries chimiques et sidérurgiques qui sont mises en avant et qui permettent à la Corée du Sud de diversifier son économie. Et aussi, c'est à cette période que commence vraiment l'interventionnisme dans l'économie coréenne. Pour définir simplement l'interventionnisme, c'est l'État qui intervient dans l'économie en fixant les prix dans certains secteurs ou en nationalisant des entreprises par exemple. Et en Corée du Sud, en gros ce qui s'est passé, c'est que l'État il a favorisé certaines entreprises et certains secteurs. Il les a boostés de fou en leur prêtant de l'argent avec un taux avantageux, en réduisant leurs taxes. Tout ça pour qu'au final ces industries se développent super vite et qu'ils aient une grosse entreprise dans chaque secteur. L'État, pour se faire demander aux entreprises, une fois qu'elles avaient un peu plus de poids, de se diversifier afin de couvrir vraiment tous les secteurs. Aujourd'hui, ces entreprises sont connues sous le nom de chaebol, formé du mot che, richesse, et bol, la famille, le clan, car à la base, et même encore aujourd'hui d'ailleurs, la plupart des chaebol sont gérés par une même famille. Ces chaebol, vous en connaissez tous, on parle de Samsung, de Hyundai, de LG pour les plus connus, et si vous suivez un peu l'e-sport, vous devez connaître SKT T1, aujourd'hui T1, soutenu par SKT, KT, Hanwha. Ces entreprises qui sont souvent parties de rien, comme Samsung qui à la base vendait des nouilles et qui s'est retrouvé à être un des leaders mondiaux dans l'électronique, les semi-conducteurs et bien d'autres secteurs, sont désormais les plaques tournantes de l'économie sud-coréenne en participant à plus de 50% du PIB en utilisant moins de 10% de la main-d'œuvre du pays. Grâce à tous les efforts fournis, le pays a connu une énorme croissance. De 1966 jusqu'à 1990, sa croissance était de près de 10% chaque année, ce qui est vraiment exceptionnel, même pour un pays qui avait encore tout à construire. C'est presque un sans faute pour la Corée du Sud qui n'a pas vraiment connu de grandes chutes, à part lors de la crise financière asiatique, qui pour faire simple, a été déclenchée parce qu'il y avait une trop grosse bulle spéculative sur les entreprises sud-coréennes, notamment de la part de capitaux étrangers, et que le won avait une valeur bien trop importante. Cette crise a vraiment impacté la Corée du Sud, et de là est venu pas mal de réformes économiques qui ont fait que la Corée du Sud s'est un peu plus diversifiée. Elle reposait un peu trop sur ses industries manufacturières et ses industries lourdes, qui étaient en concurrence directe avec la Chine notamment, qui avait plus de main d'œuvre et qui coûtait encore moins cher, et ils pouvaient donc pas vraiment tenir le rythme. Après cette crise, ils se sont donc tournés vers l'électronique, les innovations technologiques, la high-tech, mais également le tourisme et le divertissement. En effet, le secteur du divertissement s'est développé assez tard en Corée. La K-pop, aujourd'hui rayonnante dans le monde entier, s'est réellement développée dans les années 1990, et ça s'explique par le fait qu'avant le pays était pauvre, et que la main-d'œuvre était mieux autre part, et que finalement très peu de Coréens pouvaient réellement se permettre de se divertir. Puis finalement, cette industrie s'est énormément développée au cours des années. La K-pop et les K-dramas se sont démarqués dans le reste du monde, notamment grâce à un contenu original et diversifié, mais également grâce à la vague coréenne qui s'est abattue partout dans le monde dans les années 2000 grâce à Internet, aux réseaux sociaux, mais également une grosse mise en avant par le gouvernement sud-coréen. On peut noter la popularisation un peu plus tardive des webtoons dans le milieu des années 2010, qui commencent désormais sérieusement à concurrencer les mangas. Tout ça pour dire qu'actuellement la culture coréenne est vraiment très influente et qu'il est vraiment une richesse pour le pays. Elle apporte beaucoup de crédibilité et de visibilité au pays. Par exemple, on estime que 7% des touristes viennent en Corée du Sud grâce au groupe BTS et qu'ils rapporteraient chaque année plusieurs milliards de dollars au pays. Et c'est d'ailleurs pour ça que leur pause afin de faire leur service militaire inquiète un peu le pays. Je sais pas trop comment terminer cette vidéo, mais en gros c'est vraiment grâce aux aides, aux plans quinquennaux, à l'interventionnisme, à l'éducation et toutes les autres raisons que j'ai citées que la Corée du Sud est devenue un pays économiquement puissant et bien plus prospère pour sa population, que ce soit financièrement, au niveau de l'éducation ou au niveau de la santé. C'est désormais un pays qui expose sa richesse dans un quartier d'affaires moderne avec des gratte-ciel de plus en plus grands. Bref, dans cette vidéo, je me suis attardé sur ce qui a fait passer la Corée du Sud d'un état basé économiquement principalement sur l'agriculture à une des plus grandes puissances mondiales, et par conséquent j'ai un peu fait abstraction du reste. Mais c'est sûr que durant la période manufacturière de la Corée, les droits humains étaient pas trop respectés. On peut parler d'esclavage moderne. Les chaebols ont totalement ruiné la concurrence dans leur pays. Le monde rural est laissé à l'abandon à cause de la centralisation du pays. Les meilleures opportunités se trouvent en ville, et évidemment
la société basée à 100% sur l'école et la réussite qui met une pression dingue sur les élèves qui s'en retrouvent détruits. Mais la Corée du Sud a fait des choix et a choisi ses priorités à un moment de son histoire. Maintenant, c'est à elle de surmonter tous ces défis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des idées de sujets autour du Japon ou de la Corée, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et sur ce, je vous laisse. À la prochaine.